Voilà donc pour cette vidéo pédagogique sur la présentation des plateformes, services et infrastructures. Et je vous remercie maintenant d'accueillir celui qui en a été l'initiateur, François Philizot, ancien préfet et donc initiateur de la démarche. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Vous vous mettez où vous voulez, monsieur le préfet. Donc, petite dizaine de minutes pour rappeler cette histoire des PSI et puis on prendra peut-être une ou deux questions à l'issue. Merci de me donner un temps de parole, même si je suis solitaire face à une foule nombreuse. Et je voudrais signaler en exorde à mon propos que cette démarche qui nous rassemble ce matin, toute la journée, n'est pas une démarche individuelle. Hein. Vous l'avez bien compris à travers cette petite vidéo, c'est tout le contraire d'une démarche individuelle, c'est un travail collectif. Et j'ai eu le plaisir ce matin de croiser un certain nombre de personnes qui sont embarquées dans le bateau depuis l'origine, que ce soit représentants de SNCF Réseau, à l'époque c'était RFF encore, ça nous ramène loin, hein, mais il y a quelques anciens dans la salle quand même, que ce soit des représentants de l'État, des représentants de collectivités territoriales, les régions Île-de-France ou Normandie-Île-de-France, que ce soit des représentants d'autres acteurs du système. Je pense à Aropa qui n'était en 2013-2014 qu'un GIE avant de devenir aujourd'hui un port complètement intégré. Et l'origine de ces plateformes, si vous faites un peu d'histoire, se trouve dans le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine, le premier contrat de plan signé en juin 2015. Il y a une fiche ferroviaire qui concerne notamment l'électrification de la section Serqueux-Gisors, dans l'objectif de rouvrir au trafic fret une deuxième liaison, un deuxième axe entre les ports de la Manche, en particulier Le Havre, l'Île-de-France, voire d'autres destinations. Projet qui était à l'époque prioritaire, ce qui montre la cinétique du ferroviaire, puisque nous avions fait acter en SIAT, en comité interministériel d'aménagement du territoire, le principe de cette ouverture en 2003, décembre 2003, confirmé en septembre 2004, ouverture une bonne quinzaine d'années après. Ce qui est déjà plus rapide que la Chatière du Havre, puisqu'il aura fallu presque un quart de siècle pour la Chatière, dont le principe avait été décidé, en tout cas, à la même époque. Donc, dans cette fiche, vous trouverez nommément cette expression « mise en place d'une plateforme de travail ». Nous avions choisi ce terme d'une plateforme de travail permettant de construire une vision partagée à moyen et long terme des équilibres du réseau ferroviaire sur l'axe Seine. Pourquoi cette orientation, donc co-signée de préfets de région, de présidents de conseils régionaux, 3 présidents de conseils régionaux? Parce que les travaux préparatoires et le portage d'un certain nombre de projets ferroviaires avaient mis en évidence sur un réseau que nous savions extrêmement congestionné et pour longtemps extrêmement congestionné, voire saturé, pour reprendre un terme qui apparaît dans le vocabulaire opérationnel alors qu'il est dans le vocabulaire juridique depuis pas mal d'années aujourd'hui, comme le disait Mathieu Chabanel au début de cette matinée. Un réseau extrêmement congestionné, certaines sections saturées, des grands projets d'importance variable. On peut prendre Serqueux-Gisors de 170 millions d'euros pour la phase qui faisait l'objet du contrat de plan, la ligne nouvelle Paris-Normandie. Bon, tout dépend comment on compte les sections. Les opposants les plus farouches aiment bien dire que c'est plus de 10 milliards d'euros. Bon, la section Paris-Mende, 3,5 milliards en euros 2020, si je ne m'abuse. Rouen-Barentin, 1,8 milliard, c'est un gros projet. D'autres projets importants, Éole en Île-de-France. À l'époque, on était encore sur 3,5 milliards, on a fini un peu au-delà. Et on n'est pas tout à fait au bout de la mise en service et de l'atteinte des objectifs d'Éole. Des ambitions autour du fret importantes déjà pour la desserte de Port 2000 en particulier, mais pas uniquement pour la desserte de Port 2000. Donc toute une série d'initiatives avec des échéances plus ou moins lointaines qui devaient utiliser des mêmes sections et en même temps un cloisonnement extrêmement fort de l'ensemble de la conduite de ces différents projets, cloisonnement entre les projets eux-mêmes. Éole ne parlait pas nécessairement tant que ça à la LNPN, à l'équipe LNPN. L'équipe Serqueux-Gisors était une équipe normande qui ne parlait pas à l'Île-de-France. L'Île-de-France ne parlait pas à la Normandie d'ailleurs, sauf dans des conditions où il y avait des conflits qui émergeaient. Et donc une difficulté, voire une quasi-impossibilité,
de mettre en ligne l'ensemble de ces démarches et de savoir de quoi demain serait fait en termes ferroviaires en pratique. Le sujet qui apparaissait clairement, c'est que chacun était dans sa bulle, pour le dire d'une autre façon, et que ces différentes bulles avaient une paroi extérieure extrêmement solide, et qu'en fait, on ne se retrouvait face à face que quand on était face à un conflit. Et il pouvait émerger des conflits sans viser qui que ce soit entre les attentes de la région Normandie et les attentes de la région Île-de-France, par exemple. J'ai souvenir d'avoir discuté avec les 2 vice-présidents de conseils régionaux dans des phases un petit peu chaudes autour de l'offre de services et qu'on se mettait d'accord in extremis au moment de livrer le sillon, si j'ose dire, livrer le sillon. Et dans cet univers, le fret était la énième roue du carrosse, hein, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui, même si la logique des sillons de dernière minute qui a été évoquée ce matin sera toujours présente dans le fret, ne facilitait pas le développement des trafics, alors même que la congestion du réseau routier, si on prend une autre forme de congestion, imposait de développer l'offre fret vers les 2 ports normands. C'est cela qui nous a conduit à essayer de trouver, d'inventer un autre mode de travail, parce qu'il fallait vraiment inventer un autre mode de travail, permettant à partir d'horizons temporels de moyen et de long terme, parce qu'il fallait absolument se positionner dans des horizons temporels de moyen et de long terme, mais ayant une action sur la façon dont, in fine, les sillons seraient construits. Donc de donner une vision réaliste de la capacité de l'infrastructure en fonction des programmes de travaux et du déroulement de ces programmes de travaux, de leur séquencement, de leur aboutissement, qui permettent de savoir exactement combien de trains on pourrait faire circuler, de confronter ces capacités du réseau aux demandes des uns et des autres, et de cette façon-là, d'avoir une vision qui soit une vision réaliste, d'une part, une vision aussi solide, aussi bien construite que possible à partir d'un dialogue impliquant l'ensemble de la famille, l'État, maître d'un certain nombre de programmes d'investissement, le gestionnaire du réseau, RFF puis SNCF Réseau, les autorités organisatrices, à une époque où l'ouverture à la concurrence pour les autorités régionales n'était pas encore la règle, mais c'était une perspective que l'on savait prochaine, et même si la région Normandie n'a pas été la première à le faire jouer, mais elle l'a fait jouer depuis, sous contrôle de Didier Pastan. Le monde du fret, représenté parce que ça nous permettait d'avoir une vision collective du fret par Aropa, même si Aropa n'était pas les opérateurs, n'était pas les chargeurs, bien évidemment, mais permettait d'avoir une expression collective de ses besoins. En mettant autour de la table, vous voyez qu'on n'avait pas encore les SLO, parce que sur l'axe Seine, ça fait quelques années maintenant que l'on a abandonné l'idée d'une ligne à grande vitesse comparable aux autres, et que l'on fonctionne sur le voyageur qu'avec des liaisons qui sont des liaisons conventionnées autrefois par l'État jusqu'en 2020, la reprise par la région des TET 1er janvier 2020, sauf erreur de ma part, et par des TER. Donc un autre mode de travail qui visait à casser ces cloisonnements, à donner de la profondeur, à donner de la transparence et à mettre à niveau l'ensemble des grandes parties prenantes de la famille du ferroviaire au même niveau de maîtrise de l'information et avec la même capacité d'intervention sur le processus qui, in fine, conduit à avoir quelques-uns des 6 millions de sillons annuels qu'évoquait Mathieu Chabanel ce matin. Le travail n'a pas été simple, hein. Il a fallu apprendre à œuvrer différemment et même pour se parler au sein des sphères apparemment unies, au sein de la sphère de l'État, au sein de la sphère de SNCF Réseau, il a fallu faire tomber quelques murailles. Je le dis de cette façon-là, hein, c'est un peu comme Château-Gaillard, hein, pris par les troupes de Philippe Auguste quelques années après sa construction. Au début du XIIIe siècle, il a fallu faire tomber quelques murailles, y compris sur l'ensemble du système ferroviaire. Hein. Ça va au-delà de SNCF. Si on prend SNCF Réseau, il y avait aussi le positionnement de Transilien en Île-de-France. Hein, je prends un autre acteur du système qui avait tendance à considérer que les sillons étaient construits par Transilien et non par SNCF Réseau. Et donc, les besoins de Transilien s'imposaient à tout le reste. Hein. C'est une critique pour personne. L'ensemble du système était plutôt dysfonctionnel, hein, de ce point de vue-là. Ces problématiques, nous les avons retrouvées très vite ailleurs. Par capillarité, si je puis dire, sur le réseau Nord. Par capillarité, parce que la logique de desserte des ports normands, en particulier du port du Havre, mais un peu du port de Rouen aussi,
impose de regarder ce qui se passe sur le réseau du nord de la France, que ce soit pour faire venir des trains de fret du Havre sur la Grande Ceinture par Amiens. Ça se faisait assez régulièrement à l'époque. Les opposants à Serqueux-Gisors, d'ailleurs, m'ont dit un jour que le plus simple était de faire passer un maximum de trains par Amiens et de ne pas les faire passer par la vallée de la Viosne, dans le Val d'Oise, ce qui est un syndrome d'égoïsme local assez classique, extrêmement classique même. Donc capillarité pour le système ferroviaire fret de l'ensemble du nord-ouest de la France, parce que c'est un grand système nord-ouest de la France. Et puis plus loin, ailleurs, à la faveur d'autres chantiers que les ministres du moment dans lesquels les ministres du moment avaient eu l'imprudence de m'impliquer, je pense au train d'équilibre du territoire, rend compte de problèmes totalement comparables sur la transversale sud. Nous en parlions ce matin avec Bertrand Bory, quand il a fallu élaborer le schéma directeur de la transversale sud. Nous sommes aperçus qu'il fallait avoir une vision de long terme qui tienne compte à la fois des contraintes du réseau, l'usure de la caténaire bien connue entre Toulouse et Narbonne, si je prends un sujet, ou des investissements de long terme que deviennent les TET dans la perspective des 2 LGV qui sont programmés sur ce territoire, un horizon qui est quelque part dans la décennie 2030. L'histoire nous dira exactement quand cela tombera. Donc la même nécessité sur cet axe d'avoir une vision d'ensemble qui tienne compte à la fois de liaisons là-bas et c'est potentiellement SLO à terme qui le deviennent d'ailleurs sur la transversale sud avec la présence de Renfe sur Barcelone-Lyon, de liaisons SLO, de liaisons conventionnées État, de liaisons conventionnées des différentes régions, d'un besoin de fret très important depuis le Boulou vers le nord, non négligeable en direction de la Nouvelle-Aquitaine, et avec ces mêmes enjeux de travaux, qu'il s'agisse à la fois de la régénération du réseau, qu'il s'agisse des travaux neufs. Ça m'a conduit, si je personnalise un peu, mais vous comprenez bien que mon souci n'est pas de personnaliser, à proposer, à demander l'autorisation au ministre du moment de décliner la plateforme que nous avions mise en place sur l'axe nord, et puis ensuite à proposer au ministre avec quelques appuis au sein de la maison, de l'étendre sur l'ensemble du territoire national. La première action de communication a peut-être été dans le rapport du COI, le premier rapport du premier COI en fin janvier 2019, qui contenait une annexe dont j'ai oublié le numéro, vers la 13, si ma mémoire est bonne, qui décrivait la méthode de travail et que nous avions mise en place sur la vallée de la Seine, nous appuyant sur un certain nombre de sachants, sur un certain nombre d'intervenants. Nous avons mis en place ce dispositif sur l'axe nord début 2020. J'en ai assumé l'animation en accord avec les préfets intéressés, alors que je n'avais aucune compétence rationnée matérielle et rationnée Loki. J'étais à l'époque encore délégué interministériel de développement de la vallée de la Seine. Puis nous l'avons très rapidement étendu sur l'ensemble du territoire national, compte tenu de l'intérêt manifeste que présentait, dans un temps où nous préparions les suites de la LOM, le premier contrat d'objectifs et de performance de SNCF Réseau, de se doter de le volet transport qui devait arriver un jour, des contrats de plan État-région, nouvelle génération 21-27, 23-27 pour les avenants transport. Donc nous préparions un ensemble de documents programmatiques extrêmement importants pour le système ferroviaire. Voilà donc pour cette histoire de la vallée de l'axe Seine jusqu'au nord, jusqu'à l'extension territoire national. On arrive à la fin de ce qu'on peut appeler un premier cycle, François Philizot, sur la mise en place de ces plateformes. Quel bilan vous en tirez ? Et puis deuxième question dans la foulée, c'est finalement, et je posais la question à Floriane Torchin tout à l'heure, quels sont les sujets d'attention pour l'ouverture du deuxième cycle ? Le premier enseignement que j'en tire est que je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective très largement partagée dans l'ensemble de la famille qui gravite autour du réseau ferroviaire français, de l'absolue nécessité d'avoir des cadres qui nous permettent de construire des visions long terme, moyen et long terme, de façon à répondre aux différents défis que je ne reprendrai pas, mais qui ont été évoqués largement ce matin, de l'évolution de notre système ferroviaire. Je crois que tout le monde est conscient aujourd'hui et voit l'intérêt d'exercices de réflexion partagés
qui sont parfois complexes à organiser. Complexes parce que la réalité ferroviaire est extrêmement complexe. Complexe parce qu'il y a des enjeux concurrentiels, par exemple, entre entreprises du fret, entre entreprises du SLO, parce qu'il y a des enjeux politiques derrière, des arbitrages. Florian Torchin évoquait les premières approches de modélisation socio-économique pour savoir quels étaient les meilleurs sillons du point de vue de la théorie économique. Ça ne donne pas nécessairement l'avantage au TER, hein, ça donne plus souvent l'avantage au fret, hein, si on incarne un peu le propos, au fret longue distance en particulier. Et donc c'est un message qui n'est pas nécessairement facile à admettre, hein, par un certain nombre d'acteurs, on peut le comprendre. Si j'illustre aussi quand on explique à la région Île-de-France, en toute amitié pour la région Île-de-France, ou quand on rappelle d'ailleurs que le règlement RTET impose des obligations sur les sillons, sur l'ensemble des radiales, des grandes radiales franciliennes pour dégager des sillons fret, y compris aux heures de pointe. L'enthousiasme n'est pas nécessairement spontané, hein. Donc, mais en même temps, il y a une claire vision de la nécessité de travailler en se donnant de la profondeur de champ, en assurant de la transparence pour mettre à niveau les différents opérateurs du système et en permettant aux différents opérateurs acteurs du système de s'exprimer le plus en amont possible. Moi, je l'ai senti, et si j'essaye de comprendre l'approche des entreprises ferroviaires, des différentes entreprises ferroviaires, je l'ai bien mesuré à travers les débats, même si je n'ai pas été toujours présent, hein, dans la plateforme nationale fret ferroviaire, les débats de cette plateforme et la façon dont d'ailleurs le monde du fret ferroviaire a réussi, nonobstant la concurrence qui règne entre acteurs économiques, à s'exprimer pour avoir une vision un peu globale de ses besoins, hein, autour de long terme. Et si on veut des sillons long parcours, demain de la péninsule ibérique vers le Benelux ou l'Allemagne, il est absolument nécessaire d'avoir cette vision un peu globale. On ne va pas traiter opérateur par opérateur. Je le sentais ces mois derniers, avant mon départ en retraite au 1er janvier dernier, dans la vision des opérateurs du SLO voyageurs, hein. La plateforme voyageur a été un exercice complexe à mettre en place. Son fonctionnement est particulier. En même temps, on voit bien que les opérateurs, qu'il s'agisse de grandes entreprises nationales ferroviaires avec des grands moyens, qui essayent de s'implanter chacune chez le voisin, qu'il s'agisse de nouveaux entrants, purs joueurs, hein, pour franciser d'une expression anglo-saxonne, de la nouvelle concurrence ferroviaire, sont demandeurs d'une implication plus forte dans ce type d'exercice. Donc cet enseignement me paraît tout à fait positif. Ça ne veut pas dire évidemment que nous ayons levé toutes les difficultés aujourd'hui ou qu'il n'y ait pas des marges de progrès. Si j'en prends une, tenir les calendriers de production des documents est un exercice qui reste un exercice qui n'est pas si simple que cela. Savoir quels sont les horizons, autant c'est calé pour les plans d'exploitation de référence, nous le verrons à 5 ans, autant l'on voit bien qu'il faut un peu de souplesse dans les horizons nouvelles, dans les horizons de long terme, ne serait-ce parce que nous avons un peu d'incertitude sur le calendrier exact de certains grands projets d'infrastructure. Je le disais pour les LGV du sud de la France, mais on pourrait le dire pour beaucoup d'autres grands projets, et de grands projets qui ne sont pas nécessairement des projets d'infrastructure neuve. A été évoqué Boisseau-Sercotte ce matin. Boisseau-Sercotte, moi j'en entends parler depuis 2017, et les premiers travaux sur le schéma directeur de la liaison Limoges-Toulouse, Paris-Limoges-Toulouse, ça devait être fait en 2021 à l'origine, si ma mémoire est bonne. Ça sera fait en 2025. La durée de la plage de travaux a varié dans le temps. Je comprends qu'on n'est pas très loin des 9 heures aujourd'hui, hein, que voulait depuis longtemps SNCF Réseau. Donc c'est un sujet très emblématique parce que 8 ou 9 heures de fermeture sur un axe aussi circulé que celui-là, avec la desserte d'Orléans, c'est un sujet important. Donc il faut se donner un peu de sous. Il y a encore du calage sur le rythme de production, les échéances de production. En même temps, personne ne conteste la nécessité des deux niveaux d'approche, hein, le moyen terme qui commande la construction horaire, hein, très directement, et le plus long terme qui permet d'éclairer ces horizons. Il y a encore des progrès à faire sur l'appropriation de ce qu'est l'outil
plan d'exploitation. Nous avons eu des discussions au sein du comité de coordination l'automne dernier pour une réponse à apporter à un président, à une région qui s'interrogeait sur la force contraignante des plans d'exploitation, en particulier les plans d'exploitation de référence, au regard de ces objectifs de développement. Ça nous a permis d'ailleurs de rédiger collectivement un courrier qui a été signé individuellement, parce que ça fonctionne comme ça, qui permettait de poser de façon parfaitement claire la doctrine, de montrer à la fois ce qu'était cette force contraignante, parce qu'il y a une forme de force contraignante, et en même temps ce qu'était la capacité de respiration d'un système ferroviaire qui respire jusqu'au dernier moment, ou presque. On l'évoquait à propos de la problématique de la restitution des sillons qui sont libérés in extremis du fait de l'organisation des travaux. Mais cet exercice d'appropriation est encore devant nous, y compris dans la sphère de l'État. Un de mes petits regrets est que autant les comités techniques qui assurent la production, si je puis dire, au quotidien des plateformes fonctionnent bien, autant on a encore un peu de mal à avoir des comités de pilotage dans lesquels l'échelon préfectoral, vous voyez qu'il y a un peu d'affectif là-dedans, ou d'illusion peut-être que les préfets servent à quelque chose, et l'échelon politique des régions soit vraiment présent et impliqué. Il y a une appropriation par les échelons plus politiques au niveau régional qui est encore perfectible. Il y a un troisième enjeu qui est très, très important et dont il faudra voir comment on réussit à assurer la traduction. C'est le passage de nos documents de long terme, en particulier des plans d'exploitation émergents, à la planification opérationnelle des investissements, qu'il s'agisse d'assurer les cofinancements via les contrats de plan État-région. Et à cet égard, l'échéance 2027 sera absolument fondamentale. Il faut vraiment qu'il y ait un lien fort entre les plans d'exploitation émergents et ceux qu'on mettra dans les contrats de plan, qu'il s'agisse des exercices internes à SNCF Réseau, ça a été évoqué par M. Gourgouillet et par Mathieu Chabanel ce matin, à travers la commande stratégique, l'ordonnancement des travaux. Donc c'est un exercice qui est peut-être encore plus complexe que l'exercice de négociation des contrats de plan d'ailleurs, compte tenu de ce qui s'implique derrière très directement de marché de travaux et d'organisation opérationnelle. Il y a un dernier élément qui est très important, c'est les articulations aux frontières des plateformes, à la fois sous l'angle interne, parce que nous avons, pour des raisons très directement opérationnelles, divisé le territoire en cette plateforme. Vous avez tous reconnu l'étoile de Legrand parce que vous êtes spécialiste du ferroviaire, et autour de Paris, c'était le plus simple de fonctionner de cette façon-là. Nous avons divisé le sud de la France en deux plateformes, tout en maintenant d'ailleurs pour le fret une organisation commune entre l'axe Rhône-Saône-Méditerranée et l'axe Bordeaux-Toulouse-Marseille, pour le dire de façon simple, pour que ça reste gérable à l'échelle. C'est pour des raisons là aussi techniques. Mais il est bien évident que toute une partie, et pas seulement pour les trafics de fret, se joue sur des sillons long parcours qu'il faut savoir construire. Il faut que nous soyons très attentifs à ces articulations aux limites des plateformes. Ça vaut pour les limites internes à l'espace national, ça vaut bien évidemment tout autant pour les limites externes, frontières, en particulier sur les frontières du Nord-Est. C'est la frontière la plus sensible dans l'histoire de France depuis très longtemps, mais c'est vrai aussi à la frontière pyrénéenne. Ça serait un peu moins prégnant, mais ça vaut aussi pour certaines liaisons avec l'Italie. La vallée de la Maurienne sera rouverte dans quelques mois, si j'ai bien compris. Donc cet enjeu-là est considérable. Et il est considérable en particulier pour tout ce qui est complètement soumis à la concurrence, le SLO, voyageurs et le longue distance. Si on atteint un jour notre objectif, j'ai failli dire notre rêve, d'avoir des trafics de transport combiné importants entre la péninsule ibérique et le nord, ça voudra dire qu'on aura su construire des sillons longue distance depuis Irun, parce que c'est plutôt par là que seront les flux les plus importants sans doute vers certains points sur la frontière belgo-luxembourgeoise, allemande, etc. Et qu'on aura sur le chemin à la fois su à travailler sur les accroches horaires et lever ou les obstacles techniques qui peuvent se poser ici ou là, avoir trouvé les moyens
de se passer d'électrification en travaillant plutôt sur les matériels pour éviter de dépenser beaucoup dans l'électrification de certaines sections, Nevers-Chagny par exemple, ou Amiens-Reims, si je prends un autre axe. Faire sauter des verrous ici ou là, il peut y en avoir pour régler les questions de gabarit. Voilà, il reste donc encore un certain nombre de choses à mettre en œuvre. Merci beaucoup François Philizot d'avoir été avec nous aujourd'hui pour revenir sur cette histoire de la création des plateformes.